Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre plateau de télévision, c'est Congo Français, l'émission à travers laquelle vous suivrez l'actualité du pays sur un certain nombre de sujets. Alors aujourd'hui, nous allons parler du budget de l'État congolais, mythe ou réalité, la manière dont il est mobilisé, comment ça se passe. Ça ne doit pas se faire tout seul avec un expert à la matière qui est fiscaliste, M. Médard Kinaka, à qui je dis bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, bienvenue sur notre plateau de télévision de Congo France TV. Ça a été... Comment ça se passe? Bon, c'est une joie pour moi Ah. d'être invité à votre émission pour répondre à un certain nombre de questions. Oui. On va débattre ensemble. Merci beaucoup d'être venu. Alors, d'emblée, je voulais vous poser la question qui me revient tout à l'heure à l'esprit. C'est quoi d'abord un budget de l'État? Dites-nous un peu, parce que beaucoup de gens se demandent et entendent parler, c'est quoi le budget, et puis on voudrait en savoir. Dites-nous, expliquez-nous, vous qui êtes expert en la matière. Le budget de l'État, j'appelle ça processus. Je ne le présente pas sous forme d'une définition, mais pour moi, je le présente sous forme d'un processus. Processus pourquoi? Parce que tout commence par le programme du gouvernement. Voilà. Tout compte par le programme du gouvernement. Le gouvernement met en place un programme qui peut être pour 5 ans, mais qui va être sectionné au nombre des années, 5 ans par exemple. Chaque année, ces programmes-là doivent être représentés sous forme d'un budget. Donc, quand le gouvernement met en place son programme-là, il tient à le réaliser. Pour réaliser ce programme-là, on doit du moins planifier. Voilà. Par la planification, nous allons voir qu'il va mettre en place une politique que nous appelons politique budgétaire. Voilà. C'est quoi la politique budgétaire? Politique budgétaire, d'une manière générale, d'abord, ces plans-là, ces programmes-là où il veut bien répondre à la préoccupation de sa population, doit être établi sur un tableau, sur un document, voilà, qui est préparé par les experts du gouvernement et qui sera validé par le Parlement, qu'on appelle autorité budgétaire. Cette démarche-là, c'est-à-dire le programme traduit, on traduit le programme qu'on a par un document, dans un document. On met ce programme-là. À ce moment-là, qu'est-ce que l'État aura besoin? Dans ces budgets-là, l'État aura besoin des recettes et des dépenses. Voilà. C'est ça le budget. C'est-à-dire cette manière-là de présenter son programme qui sera établi dans un tableau et qui va représenter ces recettes, les recettes pour permettre à réaliser les dépenses. C'est ça que nous appelons budget. Et cette fois-là, le budget est là, le tableau est là. Maintenant, il faut avoir les moyens. Les recettes là, c'est à ce moment-là qu'on va appliquer parce que le budget est financé partout au monde à plus de, je peux dire 90% par les impôts ou les recettes courantes. Impôts, taxes et autres prélèvements obligatoires. On va y revenir sur cette question des prélèvements ou des taxes ou impôts. Je voulais d'abord que vous puissiez être un peu plus explicite. Alors, quand on dit le budget, vous l'avez fait sous une forme d'un tableau comparatif des recettes et des dépenses de l'État. Mais il arrive parfois qu'il y ait débordement des dépenses. Est-ce que, comment ça s'explique parfois? On parle de quoi exactement? Parce qu'à un certain moment, les gens sous-entendent parler de budgets déséquilibrés et puis finalement, on ne maîtrise pas toutes ces notions. Bon, le budget, l'État le présente sous forme d'une loi qu'on appelle loi financière. C'est comme ça que ces budgets-là révèlent le pouvoir d'une loi. C'est-à-dire, ce n'est pas en soi une loi, mais c'est une loi. Comment ça? C'est une loi, c'est-à-dire qu'il y a des principes à respecter. Ok. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire, on ne fait pas le budget pour faire, on ne va pas l'exécuter pour l'exécuter, mais on doit mettre en place cette politique d'exécution. Dans ces budgets-là, vous allez voir que sur le plan recettes, il y a des recettes qui sont bien déterminées. On ne va pas créer les recettes pendant l'année. Oui, on peut les créer, mais pas de décision spéciale. Mais les recettes
que le budget va encaisser, le gouvernement va encaisser au travers de son budget et ses réserves financières est bien établi, ainsi que les dépenses. Parce que le budget a toujours été équilibré en recettes et en dépenses. Donc, quand on a prévu pour les dépenses autant, le gouvernement doit respecter pour exécuter ces dépenses en respectant le principe qui est retenu dans le budget. Mais s'il y a des équilibres ou s'il y a des dépenses non réalisées et des dépenses non prévues et réalisées, ça peut avoir plusieurs raisons. Par exemple, on ne peut pas être mauvaise gouvernance. On n'a pas respecté les principes. On peut aussi être sous contrainte. C'est ce que nous appelons les dépenses prioritaires. Urgentes, tout ça. C'est-à-dire, une contrainte peut venir, le gouvernement n'a pas de choix, il résout ses problèmes. Mais du moins, ces dépenses-là sont toujours justifiées. On doit avoir les éléments, les données exactes qui prouvent que ce n'était pas prévu, mais pour telle raison, ou telle raison, on a dépensé pour ces comptes. Mais nécessairement, s'il y a une dépense spéciale qui intervient comme ça, c'est-à-dire quelque part, il y a une ligne budgétaire qui sera aussi non supprimée, mais suspendue dans un premier. Parce qu'on ne peut pas aller trouver l'argent ailleurs. L'argent là, pour le mois d'avril, toutes les dépenses sont prévues et tout l'argent qui entre doit sortir conformément aux dépenses. S'il y a une dépense qui entre qui n'était pas prévue, c'est-à-dire qu'il y a une dépense qu'on doit du moins mettre en suspense, qui pouvait être récupérée plus tard. Oui. Alors, d'un côté aussi, je ne sais pas comment vous allez nous expliquer. Aujourd'hui, on parle des dépassements. Et vous êtes fiscaliste et je sais que vous n'abordez pas beaucoup plus les questions politiques. Mais dites-nous un peu, quand on attend une institution de la République qui va au-delà de la consommation de la ligne budgétaire prévue, c'est une infraction? Moi, j'ai commencé par dire ici que le budget est présenté par une loi financière, qu'on appelle loi financière. Voilà. Le budget en soi, moi j'ai dit aussi que c'est une loi formelle, mais qui n'est pas du tout contraignante. Étant une loi, c'est-à-dire que le non-respect de cette loi-là, de ces principes-là, d'office sont appelés à être passés par les infractions. Tout à fait. Par exemple, nous avons le problème de ce qu'on appelle détournement. Mais quelqu'un qui dit que non, on m'a donné, bon, je suis allé, ce qui est prévu, la ligne budgétaire retenue, on parle de réhabilitation des écoles. Malgré cela, il y a 2 ou 3 hôpitaux qui sont détruits totalement. Le gouvernement dit que moi, je préfère ranger les hôpitaux et mettre en deuxième position les écoles. Cette décision-là. C'était un détournement? C'était un détournement parce qu'il n'a pas reçu l'autorisation de l'autorité parlementaire. D'accord. Donc, tout ce qu'on entend parler à la cité détournement n'est pas forcément du vol. C'est juste on a fait déplacer les dépenses prévues pour tel secteur, on l'a affecté dans un autre secteur. Non, mais c'est ça qu'on appelle détournement, ça qu'on appelle vol. L'argent est utilisé pour d'autres fins qui n'est pas autorisé par la loi financière. Alors, quelle analyse faites-vous par rapport à la consommation du premier trimestre de cette année 2023 de notre budget de l'État congolais? Vous qui êtes fiscaliste et spécialiste en matière. Bon, pratiquement, l'évaluation de recettes des premiers trimestres de l'année 2023, je peux dire sont bonnes. Parce que le rapport du gouvernement, le conseil des ministres est en train de présenter ça en réalisation de 93, et quelques pourcents. Si tu envoies un enfant à l'école et qui vient avec 93%, je ne pense pas que tu seras malheureux, mais tu vas regretter tes résultats. Tu seras le bien. Mais le problème, c'est à quel niveau? Le problème de cette réalisation du premier trimestre ne reflète pas la vision, ne reflète pas l'ambition que le gouvernement a traduit par le budget de 16 milliards. C'était quoi sa vision ou l'ambition? Réaliser 16 milliards comme budget. Mais ils vont mettre pour les 3 premiers trimestres moins de 2 milliards. Vous comprenez? C'est-à-dire comment atteindre 16 milliards quand vous perdez 3 mois
et vous mettez vous donnez au régime financier les assignations de 2 milliards. Mais vous avez besoin de 16 milliards. Parce que les 3 là, si on doit diviser, 16 divisé par 3, ça va nous donner 4. C'est-à-dire les 3 premiers mois, on pouvait avoir un peu de 4. Les assignations de 4 milliards. On a donné au régime financier les assignations de 2 milliards. Vous comprenez que ça ne reflète pas la mission du gouvernement par rapport à son budget. À qui la faute? C'est le gouvernement qui n'a pas mis en place une politique. C'est le gouvernement. Et aussi le Parlement. L'autorité budgétaire ayant reçu le budget auprès du gouvernement a mis en place l'équipe qu'on appelle commission ECOFIN. L'ECOFIN, ce n'est pas n'importe qui qu'on envoie à l'ECOFIN. Ce sont des gens qui ont la matière. Les députés, les honorables députés qui en connaissent quelque chose dans cette matière. Mais quand ils sont devant un budget, ils doivent aussi ils doivent évaluer le budget présenté par le gouvernement. C'est ça le travail de la commission. On doit évaluer, on doit voir si le budget présenté par le gouvernement est réaliste. Si ce n'est pas réaliste, il doit interroger non seulement le gouvernement, il doit aussi interroger l'histoire, le passé. Il doit aussi interroger la situation économique du pays. Quand on interroge la situation économique du pays, vous avez la réponse. Concrètement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons des rapports. Nous avons un ministère des plans, nous avons un ministère de l'économie, nous avons un ministère des finances, le ministère du budget. Ils ont des rapports annuels. Dans ces rapports annuels, ils sont en train de présenter. L'économie présente la situation de l'économie. Le plan présente la situation de l'économie. Le budget, les finances présentent la situation des finances du budget. Des recettes, par exemple, les finances présentent les situations des recettes. On doit chercher à voir, est-ce qu'avec 16 milliards qu'on nous propose ici, le gouvernement nous propose, comment pouvons-nous arriver à réaliser les 16 milliards? Veuillons voir un peu pour les recettes de la DGDA. Il est là avec les douanes et les assises. Vous comprenez? Ça peut nous donner quoi? Qu'est-ce qui est du nouveau qu'on a ajouté pour nous amener à l'augmentation, par exemple? Quelqu'un qui garde la même assiette, fiscale. Vous comprenez? On garde la même assiette fiscale, mais on augmente le budget. Comment est-ce qu'on peut avoir le budget? Vous comprenez? Parce qu'il faut commencer par chercher à augmenter l'assiette fiscale. C'est-à-dire quoi? En faisant quoi concrètement? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des actes, par exemple, qui ne sont pas activés. Il y a des taxes qui ne sont pas payées au Congo, mais qui sont payables. Qui sont payés à payer. Mais le gouvernement n'a pas mis en place cette politique. Par exemple, les DG qui paient la TVA, ils perdent l'impôt sur le bénéfice. Le bénéfice, oui. On n'a pas augmenté le nombre des entreprises. Vous comprenez? Mais vous augmentez à la DGI la part de sa participation au budget. Il va en créer. On doit d'abord voir comment est-ce que la DGI peut élargir son assiette. Mais dans ces chapitres, est-ce qu'aujourd'hui nos institutions, les régies financières qui récoltent, font exactement les travaux par lesquels ils sont appelés à faire? Oui. Par exemple, la DGI, la DGDA, oui. Des institutions. C'est quoi exactement? Dans le budget là, il y a ce qu'on appelle assignation. On demande aux régies financières de nous verser. Par exemple, pour cette année. En français facile, c'est quoi l'assignation? Parce que certaines personnes ne sont pas spécialistes en fiscalité. Vous devez rendre la compréhension fluide. On demande aux régies financières de nous verser pour le mois de janvier, par exemple, tel montant. C'est-à-dire que c'est une assignation qu'on a donnée aux régies financières. Les régies financières ne peuvent pas faire leur travail. Et ils vous ramènent 500 millions comme vous avez dit. Ils n'ont pas fait le travail. Ils ont fait quand même quelque chose. Oui. Quand on parle de réalisation, c'est par rapport aux assignations. Quand on parle de taux de réalisation, c'est par rapport aux assignations. Par exemple, pour cette année, le premier trimestre, on a parlé de... vous avez tous les deux. Le premier trimestre,
Ce sont des chiffres là que vous cherchez. Oui, ce sont des chiffres que je suis en train de chercher là. Réel de cette année. Oui, ça c'est réel de cette année. Ça c'est le rapport du gouvernement. Ok. Ça c'est le rapport du gouvernement. C'est-à-dire on attendait aux régies financières 335 milliards et quelques. Et les francs congolais. Les régies l'ont réalisé. Oui, pour réaliser. Mais les régies financières ont réalisé 335. Ce sont des chiffres exacts? Ce sont des chiffres. DGI et DGDA. Oui. Faut comprendre. C'est ça qu'on appelle le taux de réalisation de 95%. Ah, c'est que vous avez dit qu'ils ont réalisé. Oui, ils ont réalisé 95%. Donc les 95% là réalisé, c'est par rapport à la demande du gouvernement. Le gouvernement demande aux régies financières de lui verser autant pour les trois premiers mois. Ils font cet effort-là. Au lieu de 3 milliards, 3 milliards 556, tout ça et quelques, ils ont réalisé 3 milliards 304. Vous comprenez? C'est-à-dire que la réalisation ici, c'est 93,3. Ils ont réalisé. Ils ont réalisé quand même. Oui, ils ont réalisé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la réalisation de 93,3 du budget de l'État a de l'impact visible sur notre vie en société? Parce qu'on a l'impression que ce sont des chiffres qui restent dans des paperasses. Bon, je peux dire que c'est ça la raison d'être de ma présence. Ah, d'accord. Parce que c'est là où on va bouger, on va essayer un peu de booster le gouvernement. Sinon, on va continuer à parler de 16 milliards. On va attendre les fonds monétaires internationaux venir nous imposer si c'est quoi le budget n'est pas réaliste. Mais le gouvernement, lui, a des moyens de faire. C'est-à-dire cet impact-là. Parce que tant que la population ne sent rien, on ne peut pas arriver à quelque chose dans la réalisation du budget. La population doit nécessairement quelque chose. C'est ce que nous appelons la redevabilité. La redevabilité attire la confiance de la population. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Le gouvernement doit avoir des... Par exemple, on nous a présenté les chiffres comme ça. Le premier trimestre. Est-ce que nous, on a besoin des chiffres? On va manger les chiffres. C'est ça, moi, j'ai dit. Il nous a présenté les chiffres. Mais il doit les justifier. Comment est-ce qu'il a utilisé l'argent reçu? Vous comprenez? Si le gouvernement arrive à justifier honnêtement l'argent reçu, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il aura la confiance. Parce que la population va se dire, ah, moi j'ai payé mes 500 francs pour l'impôt professionnel. Moi j'ai payé mes 200 francs pour les taxes l'autorisation de transport, l'autorisation de construire ou quoi. Moi j'ai payé. Mais cet argent est parti, je croyais qu'ils ont utilisé ça d'une manière libre. Mais du moins, il y a un rapport qui est là. Il y a des routes qui ont été construites. On a payé les gens, les infirmiers, les enseignants, les professeurs, tout ça. On a payé les gens, on a fait aussi autre. L'argent est utilisé. On présente comme ça en total et en recette et en dépense, l'équilibre est là. On fait confiance. Mais quand la population n'entend que des chiffres là, il va comprendre de quoi il va faire. Quand on donne les chiffres comme ça, la première aperçue de la population, c'est quoi? Bon, on a balé. Bon, on a ce balé encore. Vous comprenez ça un peu. Alors, c'est-à-dire au gouvernement, pour faire quelque chose, il doit chercher la confiance de la population. Pour avoir la confiance de la population, il doit montrer à la population ce qu'il est. Alors, d'un côté aussi, on a l'impression que la population, un Congolais lambda a du mal à payer l'impôt. Que doit faire alors le gouvernement pour booster la population à payer son impôt? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas, vous êtes fiscaliste, vous avez compris la culture congolaise, c'est que les gens ont du mal à payer son impôt. Que doit faire le gouvernement pour les booster en fait d'augmenter le budget de l'État? C'est dans le cadre de la confiance. C'est le cadre de la confiance. Ce que le gouvernement doit faire, premièrement, c'est chercher la confiance. La confiance des contribuables. La confiance de la société. La société doit s'assurer que l'argent que moi je paye va être utilisé pour tel but. Donc, si ce n'est pas moi qui le bénéficie, un autre frère congolais va le bénéficier. C'est ça.
quand on arrive à ce niveau-là, on sera fier de payer son D'accord. C'est ça. Pour bien l'exécuter, ça va nous ramener à ce que nous voyons à chaque fin de mois, la DGI, le civisme fiscal. Oui, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser la DGI les gens. fait exactement ici. Il faut sensibiliser les gens en démontrant ce que le gouvernement est en train de faire avec l'argent et en demandant à ces gens-là de payer pour renforcer la politique du gouvernement, pour donner au gouvernement les moyens pour bien faire sa politique. C'est ça. La confiance, la redevabilité. L'État doit expliquer à la population ce qu'il est en train de faire. Le gouvernement, la population lui donne confiance. Il donne confiance. Et on commence à expliquer. Regarde ce que nous avons fait. Venez payer. La population va payer. Parce que tout le monde attend le résultat. Tout le monde. Mais aujourd'hui, vous dites que le budget a été réalisé, c'est-à-dire on a mobilisé quand même les recettes. Mais au regard de l'évolution, par exemple, le budget doit nous servir à construire nos routes, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement peut être fier de dire qu'on a mobilisé telles recettes et on a construit des routes? Les travaux-là sont faisables aussi. Bon, malheureusement, l'évaluation à ce niveau ici que j'ai en train de présenter ne m'a pas permis d'entrer. Et puis ça aussi, ce n'est pas... ça, c'est la reddition des comptes. OK, au niveau du Parlement. Des comptes qui doit présenter ce qui a été prévu et ce qui a été fait. Vous comprenez? Ça, sont des dépenses. On ne sait pas préciser qu'est-ce qui a été prévu et qu'est-ce qui a été fait. Mais une faiblesse que nous avons constatée tous au premier trimestre, le gouvernement n'a pas été capable d'honorer la rémunération des fonctionnaires au temps. On a accusé un retard de paiement des fonctionnaires et tout ça. Mais c'était justifié par le ministre des Finances qui a parlé de l'effort de la guerre. Ok, merci beaucoup pour ces éclaircissements, Médard. Alors, nous voulions aussi savoir si aujourd'hui, le budget par rapport aux critiques de l'FMI, vous l'avez souligné tantôt, mais pas de manière approfondie, qui dit que nous devons être réalistes en réalisant un budget où le Congo, le budget c'est autour de 3 milliards et tout ça. Votre regard? Bon, je ne suis pas d'accord avec l'FMI. Je ne suis pas d'accord parce que la réalisation du premier trimestre peut déjà contredire la position. Les FMI pensent qu'avec un budget de 3 milliards, ça suffit pour... c'est réaliste pour le Congo. Pour le Congo. Et par rapport à vous, comme les budgets du Congo réaliste, c'est combien? Mais le premier trimestre aujourd'hui, ça nous présente un budget de 1 milliard, quoi, la réalisation de 1 milliard 600. C'est pour 3 mois. Si on peut prendre 1 milliard 300 multiplié par 4 trimestres, vous comprenez? On aura dans les 6 milliards et quelques. 6 milliards et quelques. 32, 6 milliards 400. Vous comprenez? Ça, c'est avec la faible politique. Que moi, je condamne au premier trimestre. Mais si on peut renforcer la politique par la sensibilisation, par le civisme fiscal. Ça va suffire, la sensibilisation? Oui, si on accepte de le faire, si on présente à la population les dépenses exécutées. Qui doit le faire de manière concrète? Pas le gouvernement de façon générale. C'est le Premier ministre. C'est le gouvernement, oui, au travers son Premier ministre et le ministre qui est appelé à exécuter les dépenses. Ok. Donc c'est de cette façon-là que ça peut... Si on peut le faire et que le gouvernement obtient la confiance de la population, c'est-à-dire que les 1,6 milliard par trimestre peut aller à 2 milliards ou 2 milliards et quelques. C'est-à-dire on peut arriver à réaliser 10 milliards là au lieu de 3 milliards comme souhaité. Mais ces gens-là sont les experts. Ils viennent auditer la façon dont nous exécutons. Ils en ont une expérience avérée dans cette manière. Pourquoi vous voulez toujours les contredire aussi longtemps qu'ils disent des choses qui sont vraies et véritables? Dans le budget, vous n'avez pas peut-être épinglé la question ou l'aspect où le gouvernement a tendance d'emprunter aussi. C'est cette rubrique qui existe. Oui, moi je voulais dire que ça, là, moi je suis en train de présenter tout d'abord l'effort du gouvernement. Ok. Avec les moyens propres, ce qu'on appelle les recettes courantes, on peut arriver à 6, 7, 8, 9, 10 000 dollars.
si on peut mettre en place une bonne politique. Mais si on va recourir à cette recette-là extérieure, c'est-à-dire qu'on pouvait aller au-delà, même pourquoi pas arriver à 16 milliards. Vous comprenez? On peut arriver même à 16 milliards. Mais le problème ici, avec le Fonds monétaire international, est-ce que le Fonds monétaire international a la même préoccupation que les gouvernements congolais? Est-ce que lui, il est tenté de regarder quoi derrière sa position? Il s'attend à quoi? Il s'attend à quoi? À quoi alors? On ne sait pas. Vous comprenez? Parce que ça, moi, je suis en train de démontrer que 3 trimestres, nous avons réalisé 1,6 milliard. Vous comprenez? Et puis, 4 trimestres, vous dites qu'on va s'arrêter à 3 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous comprenez? Ça c'est simple de raisonner comme ça. Mais eux, ils ont la réalité que le gouvernement peut aussi l'éprouver. Seul moyen que le gouvernement peut l'éprouver, c'est obtenir la confiance de la population. D'obtenir, si le gouvernement obtient la confiance de la population, c'est tout. Et par exemple, renforcer, que moi j'appelle ici l'assiette fiscale. Ok. L'assiette fiscale. C'est quoi l'assiette? C'est-à-dire augmenter l'espace. Augmenter l'espace de l'impôt, l'espace des taxes. C'est-à-dire, s'il n'y a pas des entreprises, s'il y a la possibilité de créer des entreprises, on peut créer des entreprises. C'est-à-dire que la DG qui gérait, par exemple, 15 entreprises, on ajoute 2 entreprises. On a élargi l'assiette fiscale. Il y a des taxes qui ne sont pas, par exemple, activées à la DGRA. Et qu'on pense que pour aider la DGRA à atteindre cette assignation, on peut activer ces actes-là. Quelles sont ces taxes-là? Bon, il y a beaucoup de taxes. Il y a beaucoup de taxes que je ne saurais à présenter ici, mais il y a quand même beaucoup de taxes qui ne sont pas activées. Qui peut être utile. Oui, ils peuvent être utiles. Peuvent être utiles. Parce que il y a ça, il y a ce que nous appelons la nomenclature des recettes, une nomenclature des dépenses. La nomenclature, vous allez voir qu'il y a multitude d'actes. Il y a multitude d'actes, même d'autres impôts qui ne sont pas actifs. Ils sont là. Ils sont là. Mais quand on augmente le gouvernement, on augmente le budget, on devrait aussi penser à bien lire la nomenclature des recettes pour voir quels sont les actes qu'on pouvait activer pour donner les moyens au gouvernement. C'est ce que l'autorité budgétaire. Merci beaucoup. On s'attend petit à petit vers la fin de cet entretien que vous avez eu l'occasion de nous présenter ici. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on prend aussi en compte la considération ou les avis des experts comme vous dans la fabrication du budget de l'État, où on les fait de façon à montrer l'aspect politique ou la gestion de la chose publique? Cet aspect de prendre en considération les avis des experts. Bon, l'élaboration du budget a toujours eu à respecter la procédure. Il faut lire seulement. Vous allez voir qu'il y a eu des experts qu'on a contactés, des experts qui étaient invités, des experts qui sont appelés à faire ça. Et tous les ministères envoient leurs experts pour défendre leurs recettes. Ok, d'accord. Vous comprenez? On utilise ces moyens. Ok. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, si le budget 2023 n'est pas réaliste, la question est de savoir, est-ce que c'est la politique qui a imposé ou bien les experts étaient libres de faire? Mais dans la réalité congolaise, qu'est-ce qui influence beaucoup plus? C'est la politique ou les experts? C'est la politique. Ok. C'est la politique, parce que la politique, c'est au-dessus de tout. Ok. Au-dessus de tout. Quand le président pense qu'il pouvait impressionner les gens avec un budget de 16 milliards. Les innovations, par exemple. Okay. Il dit, le budget, on va quand même chercher à faire quelque chose. Il dit, c'est un peu de voir, est-ce qu'on peut avoir un budget de 15 milliards? Vous comprenez? Le président peut dire ça. Les experts vont dire qu'on va satisfaire le président. Je ne sais pas si on peut faire ça. On peut avoir là, ils ne sont plus libres de faire leur travail. Alors. Ah bon, c'est là où moi j'ai dit, la politique peut influencer. La politique peut influencer sur le travail des experts.
Merci beaucoup, M. Médard, qui de nous avoir accordé cette interview. On est arrivé presque à la fin de cet entretien. Votre mot de la fin par rapport à la problématique du budget de l'État congolais, vos conseils, vos observations qui peuvent être utiles pour la marche du pays. Mon mot de la fin, je pense que je voulais dire au gouvernement que le gouvernement n'a pas beaucoup à s'inquiéter par rapport à la déclaration du Fonds monétaire international. Je ne pense pas, parce que l'expérience du premier trimestre peut déjà nous rassurer qu'on peut aller au-delà de 3 milliards. On peut aller au-delà de 3 milliards. Ah oui, oui. Au-delà de 3 milliards comme souhaité par le FMI. C'est question de mettre en place une politique de réalisation. OK. C'est-à-dire mettre en place la campagne de civisme fiscal sans fin. D'accord. Que ça soit continuel, cyclique à chaque fois. Mais la DGI le fait, pourquoi on n'a pas de résultats mettre en place cette politique de redevabilité. Passer devant la population, expliquer l'argent reçu et les dépenses exécutées. Mais attendez, du côté de la sensibilisation, la DGI le fait. Chez nous, oui, la DGI le fait comment? Il le fait auprès de ses contribuables. OK. Vous comprenez? Mais maintenant, là, il faut que ça atteigne tout le monde. Tout le monde doit être informé. Qu'est-ce que ça signifie l'impôt et à quoi sert cette impôt? Qu'est-ce que ça signifie le taxe et à quoi sert cette taxe? Il y a d'autres points qui pensent que bon, on donne l'argent, ça c'est pour l'État, c'est pour les pays, tout ça. Mais il faut expliquer non seulement qu'on paye parce que toi tu ne travailles pas, mais tu es allé demander un service auprès de l'État où tu dois payer quelque chose. Mais tu penses comme si l'État est en train de prendre l'argent sans raison. Mais il faut que cette personne-là soit convaincue que malgré que je ne travaille pas, mais l'État m'a rendu ces services, je dois payer quelque chose et cette fois-là, je vais aussi bénéficier de cette grâce. Donc, c'est ça. Le gouvernement peut faire quelque chose pour booster les choses. Et pourquoi ne pas, pourquoi ne pas réaliser 90% de 16 milliards? On aura encore besoin de vous. Merci d'être passé pour nous expliciter un certain nombre de questions relatives à l'exécution de notre budget, parce que c'est l'actualité qui domine actuellement. Beaucoup de gens en parlent. Le budget de l'État n'est pas réaliste. Le budget, et puis c'est un budget qui n'a pas aidé la population. On a eu l'impression comme si l'État était en train de nous tromper finalement. Il était en train de nous tromper. Et puis, c'était un budget qui n'avait pas été réaliste. Peut-être un mot pour rassurer les gens. Et puis, finalement, on clôture cette émission. Non, je vais remercier votre personne. Merci beaucoup. Et puis, toute l'équipe qui m'a reçu. Je suis en honneur. Donc, c'est une joie pour moi de passer cette émission. Merci beaucoup. Non, je pense que vous allez... vous allez nous accompagner dans ce processus. Merci beaucoup. Merci à toute la grande équipe qui nous a permis de réaliser cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous sur la même chaîne et avec les mêmes plaisirs sur bien d'autres thématiques. Au revoir.